à toutes et à tous. Permettez-moi de vous présenter donc tous mes vœux pour la nouvelle année 2021. Et donc pour ce deuxième semestre, dans le cadre de l'option santé, médecine maïeutique et odontologie, je vais vous faire un ensemble de 8 heures de cours consacrés au thorax. Et aujourd'hui, nous allons démarrer cet enseignement avec l'étude de la cage thoracique, c'est-à-dire un premier ensemble d'éléments concernant la paroi du thorax. La cage thoracique peut se définir comme un ensemble ostéo-articulaire constitué en arrière par la colonne vertébrale thoracique, alignement, empilement des 12 vertèbres thoraciques. Là, je vous renvoie au cours que vous avez eu au premier semestre avec Madame Tobénas du Jardin sur la colonne vertébrale, constitué latéralement par les 12 paires de côtes qui vont constituer la partie latérale de la cage thoracique et formé en avant par un os impair et médian, le sternum. Nous étudierons aujourd'hui successivement les éléments osseux qui constituent la cage thoracique, puis nous évoquerons les articulations du thorax. Le premier élément osseux qui constitue cet ensemble ostéo-articulaire est situé en avant, c'est le sternum. Le sternum est un os impair et médian qui est constitué de 3 parties qui successivement du haut vers le bas sont le manubrium sternal, le corps du sternum et le processus xiphoïde. Manubrium, corps et processus xiphoïde. Le sternum, si l'on le représente ici sur une vue antérieure, orientée crânialement et à gauche, va donc présenter vers le haut le manubrium sternal, dont le bord supérieur est palpable à la jonction cervico-thoracique. Il s'agit de l'incisure jugulaire du sternum qui vient se placer dans le même plan horizontal que celui de la deuxième vertèbre thoracique, TH2. Latéralement, par rapport à l'incisure jugulaire du sternum, vont se placer les surfaces articulaires, droite et gauche, destinées aux extrémités sternales des clavicules droite et gauche. Ce sont les surfaces articulaires sternales de l'articulation sterno-claviculaire. Ces facettes articulaires s'inscrivent, vous le savez, dans un segment de tore creux qui se place en continuité avec la surface articulaire destinée au premier cartilage costal dans le cadre de cette articulation complexe sterno-costo-claviculaire que nous avions étudiée au premier semestre avec les articulations de la ceinture scapulaire. Le manubrium sternal se prolonge ensuite latéralement et vers le bas, formant une facette articulaire à peu près aussi large que haute, globalement convexe vers l'avant, et nous amenant ensuite vers le bas à l'articulation, à la jonction entre le manubrium et le corps du sternum. C'est l'articulation manubrio-sternale qui est une articulation de type fibreuse, c'est la symphibrose manubrio-sternale. Cette symphibrose manubrio-sternale se place
en moyenne dans le même plan horizontal que celui de la 5e vertèbre thoracique, TH5. Si l'on réalise une coupe sagittale médiane du sternum que l'on va construire en regard, en plaçant donc vers le haut l'incisure jugulaire, le manubrium qui apparaît relativement épais, puis le corps du sternum qui apparaît plus fin et qui ne se place pas dans le même plan de coupe. Le manubrium est plus oblique que le corps qui apparaît plus vertical. Eh bien, on voit que l'articulation, la symphibrose manubrio-sternale, va former un angle dans le plan sagittal, angle qui est plus ou moins marqué en fonction des sujets et qui peut, chez des sujets particulièrement maigres, avec un panicule graisseux faible sous-cutané, eh bien, être fortement marqué et visible à l'examen de la face antérieure du thorax, formant l'angle de l'ouïe. Eh bien, sur le plan de l'examen clinique, cet angle de l'ouïe, marquant l'articulation entre le manubrium et le corps du sternum, repère le niveau horizontal de la 5e vertèbre thoracique. La face antérieure du corps du sternum apparaît relativement globalement convexe, sa face postérieure apparaît plutôt concave, et les bords latéraux du corps du sternum sont marqués par les encoches venant donner insertion, articulation au cartilage costaux numéro 2 à 7. Le deuxième cartilage costal venant rejoindre le sternum, on le verra tout à l'heure, au niveau de l'articulation manubrio-sternum, puis le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et enfin, vers le bas, le 7e cartilage costal venant s'articuler directement avec le sternum. Au-delà, les cartilages costaux suivants ne rejoignent pas directement le sternum, mais vont rejoindre les cartilages des côtes précédentes, formant ce que l'on appelle le rebord chondrocostal. La partie inférieure du sternum va former le processus xiphoïde sans Y, processus xiphoïde que nous plaçons sur la vue antérieure et sur la coupe. Le processus xiphoïde constitue un petit appendice distal situé à la partie inférieure du sternum. Celui-ci va avoir une morphologie et une taille très variables. Il peut être pointu, plus ou moins globuleux. Parfois même, il peut apparaître bifide, manifestant donc un peu comme ceci, donc avec une extrémité bifide. Le processus xiphoïde du sternum s'articule avec le corps sternal au niveau d'une articulation qui n'est pas de type fibreuse, mais de type cartilagineuse. C'est la synchondrose xyphosternale, et cette synchondrose xyphosternale a la particularité de repérer le niveau horizontal de la 10e vertèbre thoracique, TH10. Sur le plan clinique, le sternum est un os qui est particulièrement intéressant car s'il est constitué d'un os cortical relativement fin, sa structure interne est constituée d'un os spongieux particulièrement riche en moelle osseuse rouge, en moelle osseuse hématopoïétique. C'est même un des os dans le corps le plus riche en moelle hématopoïétique, c'est-à-dire en moelle osseuse spécialisée dans la synthèse, des éléments circulants du sang, les globules rouges et les globules blancs. Et ainsi, dans un certain nombre de maladies hématologiques,
la réalisation de biopsies de moelle osseuse pour analyser les éléments figurés du sang, dans le bilan de certaines leucémies ou lymphomes, se fait de manière particulièrement fréquente par ponction du procès de moelle osseuse au niveau du manubrium sternal. C'est ce que l'on appelle la ponction sternale. Latéralement, la cage thoracique est constituée par 12 paires de côtes, 12 paires de côtes nommées ou numérotées TH1 pour la première côte jusqu'à TH12 pour la dernière côte. De manière générique et sur une vue supérieure, orientée ventralement et latéralement, une côte présente plusieurs segments. Tout d'abord, en arrière, va se placer la tête costale. La tête costale apparaît globuleuse et va présenter des facettes articulaires recouvertes de cartilage hyalin et permettant à la tête de la côte de s'articuler avec les corps vertébraux thoraciques. Au-delà de la tête de la côte, le col de la côte se porte globalement vers l'arrière, il se rétrécit et va aboutir à un petit renflement qui se situe à la partie postérieure du col de la côte, là où la côte va changer de courbure. Ce renflement porte le nom de tubercule costal. Donc on a la tête costale, le col de la côte, le tubercule costal, qui va, lui, porter une petite facette articulaire plane, comme d'ailleurs les facettes articulaires de la tête et de la côte, petite facette articulaire plane qui s'articule avec le processus transverse de la vertèbre thoracique. Au-delà du tubercule costal, le corps de la côte va présenter une courbure convexe latéralement, et qui, tout à fait en avant, va se prolonger avec le cartilage costal. Si l'on réalise une section transversale du corps d'une côte, on voit que celui-ci va s'inscrire dans la forme d'un segment d'ovoïde présentant une partie supérieure, là l'orientation est crâniale et interne, on va dire médiale, dont la partie supérieure est globuleuse, dont la face supérieure et la face latérale est globalement convexe, mais dont la face profonde apparaît creusée par un sillon, le sillon subcostal, dans lequel va se placer le pédicule vasculo-nerveux intercostal. Si l'on sectionne deux côtes qui se superposent au niveau de la partie moyenne de la cage thoracique, on va donc voir se former un espace, c'est l'espace intercostal qui est fermé par des muscles intercostaux. Ainsi vient se placer un muscle intercostal externe qui est superficiel et qui est palpable sous la peau, à la partie
externe du thorax, un muscle intercostal interne, qui est plus profond, et un muscle intercostal intime, qui est tout à fait profond, et qui d'ailleurs, habituellement, se termine au niveau de la côte inférieure de l'espace intercostal de façon commune avec le muscle intercostal interne. La superficie de l'intercostal externe est recouverte par un fascia, le fascia exothoracique. La partie profonde des côtes et de l'intercostal intime est recouverte par le fascia endothoracique, venant répondre au feuillet pariétal de la plèvre, en profondeur duquel se place le feuillet viscéral de la plèvre recouvrant ici le poumon, délimitant la cavité pleurale sur laquelle nous reviendrons lorsque nous étudierons les poumons. Entre le muscle intercostal interne et le muscle intercostal intime vient se placer le pédicule intercostal dans le sillon subcostal, pédicule intercostal avec une artère intercostale, une veine intercostale et le nerf intercostal, constitué en réalité par le rameau ventral du nerf spinal thoracique correspondant. Ce pédicule intercostal vient se placer dans le sillon subcostal, protégé par l'intercostal interne et l'intercostal intime. Et ceci vous explique, on y reviendra quand on étudiera la plèvre, que lorsque l'on veut réaliser une ponction pleurale, par exemple pour exsuffler un pneumothorax ou drainer une collection sanguine ou purulente de la cavité pleurale, eh bien, la ponction doit se faire au bord supérieur de la côte inférieure de l'espace intercostal, ceci de manière à éviter de blesser le pédicule intercostal. En arrière, la tête costale répond à la colonne vertébrale. Et plus précisément, la première côte ne s'articule qu'avec la première vertèbre thoracique. C'est-à-dire que la tête de la première côte ne répond qu'au corps de TH1. Concernant les côtes numéro 2 à 10, la tête costale va s'articuler avec la vertèbre thoracique de même numéro et avec la vertèbre thoracique de même numéro -1, c'est-à-dire la vertèbre située au-dessus. On va y revenir dans un instant contre les articulations de la cavité thoracique, de la cage thoracique, mais globalement, la côte numéro 2 s'articule avec TH2 et TH1. La côte numéro 7 s'articule avec les vertèbres TH7 et TH6. Les dernières côtes, 11 et 12, ne s'articulent qu'avec la vertèbre de même numéro, c'est-à-dire la 11e et la 12e vertèbre thoracique. Ça, c'est pour les rapports des côtes avec les vertèbres, donc des têtes costales avec les vertèbres. Quelle que soit la côte concernée, le tubercule costal s'articule toujours avec le processus transverse de la vertèbre qui porte le même numéro que la côte. Par exemple, la côte numéro 3
tubercule costal de la côte numéro 3 s'articule avec le processus transverse de TH3, etc., etc. Pour ce qui concerne maintenant les cartilages costaux. Les cartilages costaux des côtes numéro 1 à 7 s'articulent directement avec le bord latéral du sternum. Si bien que les côtes numéro 1 à 7 sont désignées par le terme de vraies côtes. Les côtes numéro 8, 9 et 10 voient leur cartilage s'articuler avec le cartilage sus-jacent, formant le rebord chondrocostal. Ainsi, on parle de fausses côtes. Enfin, les extrémités des cartilages costaux des côtes numéro 11 et 12 ne rejoignent pas les cartilages des côtes sous-jacentes. Ce sont donc des côtes dites flottantes. Ceci peut être représenté sur la vue suivante d'un hémithorax droit où nous placerons le manubrium, le corps et le processus xiphoïde et les côtes, avec ici la première côte dont nous voyons le cartilage costal rejoindre la facette articulaire du cartilage costal porté par le bord latéral du manubrium sternal. Je place ici le contour global de la cage thoracique, permettant ainsi de placer le deuxième côte, dont nous allons voir ici le cartilage se placer en regard de l'articulation manubrio-sternale. Puis nous allons placer les côtes numéro 3, 4, 5, 6 et 7, dont les cartilages rejoignent directement le bord latéral du sternum. Plaçons donc ici les cartilages de la troisième, de la quatrième, de la cinquième, de la sixième et de la septième côte. Et c'est cette disposition qui définit la notion de côte vraie. Une côte vraie est une côte dont le cartilage rejoint directement le bord latéral du sternum. Les cartilages des côtes numéro 8, 9 et 10 vont, quant à eux, venir rejoindre, on peut le représenter comme ceci, le cartilage de la côte sous-jacente, formant un cartilage commun formant ce que l'on appelle le rebord chondrocostal, qui va en réalité constituer la partie antérieure du rebord inférieur de la cage thoracique. Ces côtes numéro 8, 9 et 10, qui ne rejoignent pas directement le sternum, mais qui rejoignent le cartilage de la côte sous-jacente, sont donc désignées par le terme de fausses côtes. Enfin, les côtes numéro 11 et 12, elles vont apparaître comme suspendues, c'est-à-dire que la pointe de leur cartilage va venir se placer comme suspendu aux éléments musculaires de la paroi postérieure de l'abdomen et de la région lombaire, formant ainsi ce que l'on appelle les côtes
flottante. Ici, par exemple, si vous considérez ici la partie inférieure de la colonne thoracique avec la 11e, la 12e vertèbre thoracique, eh bien vous allez avoir ici la 11e côte dont la pointe est munie d'un cartilage qui est flottant. Pareil pour la 12e côte. Et en réalité, eh bien, les extrémités de ces cartilages sont reliées par des systèmes ligamentaires qui vont donner insertion au muscle diaphragme thoraco-abdominal. On verra ça lors du prochain cours. La première côte va avec la première vertèbre thoracique et avec le manubrium du sternum, délimiter l'orifice supérieur du thorax, qui est extrêmement réduit, puisque l'orifice supérieur du thorax présente un diamètre antéro-postérieur d'environ 5 cm pour un diamètre transversal d'environ 10 cm. Si bien que le galbe de la région de la ceinture scapulaire, de la région de l'épaule, et le fait que cette région corresponde à la partie la plus large, si vous voulez, du tronc, eh bien, est en réalité constituée par l'habillage que forme la ceinture scapulaire. Et effectivement, si l'on replace ces éléments que nous avions vus au premier semestre, c'est-à-dire la scapula, l'humérus, et ici, je vais me servir du masque comme éponge, ici, donc la clavicule, eh bien, on se rend bien compte que l'orifice supérieur du thorax forme quelque chose d'extrêmement réduit, un espace extrêmement réduit, mettant en communication la cavité thoracique avec la région cervicale, mais ce qui va dessiner le galbe de l'épaule et de la région de la racine du membre supérieur, eh bien, est dû à l'habillage que forment les éléments de la ceinture scapulaire. Donc, sternum, côte, qui vont donc, dont les 12 paires vont constituer la partie latérale du thorax, et enfin, en arrière, eh bien, l'armature osseuse va être formée par les vertèbres thoraciques, TH1 à TH12, vertèbres thoraciques que vous avez déjà étudiées, que nous allons voir tout d'abord sur une vue supérieure, orientée ventralement et à droite, qui sur une demi-vertèbre thoracique type présente donc vers l'avant le corps vertébral qui globalement s'inscrit dans une portion de cylindre, voire en fonction des auteurs, dans la forme d'un cœur de carte à jouer, ce que l'on appelle une forme cordiforme, en forme de cœur. Vous avez en avant donc le corps vertébral et en arrière l'arc vertébral, l'arc neural, avec le pédicule, le processus transverse qui présente à son extrémité une facette articulaire qui va répondre donc au tubercule de la côte correspondante. À la jonction pédicule-lame, le processus zygapophysaire avec ici la facette articulaire supérieure de la vertèbre et en arrière la lame, et les deux lames droite et gauche se réunissent en arrière pour former le processus épineux. On sait que le corps de la vertèbre thoracique présente latéralement des facettes articulaires vertébrales, costales, ce que nous allons pouvoir
mieux représenté sur une vue latérale, orientée crânialement et ventralement, vue latérale d'une vertèbre thoracique, mettant en évidence en avant le corps vertébral en section de cylindre et présentant vers l'arrière l'arc neural avec le pédicule. À la jonction pédicule-lame, les processus zygapophysaires supérieur portant une facette articulaire zygapophysaire qui se place dans un plan frontal légèrement tourné vers le dehors, c'est la raison pour laquelle apparaît un peu de cartilage articulaire, alors que le processus zygapophysaire inférieur présente une surface articulaire qui regarde légèrement vers le dedans, elle est inversement conformée, et donc en vue latérale, le cartilage n'apparaîtra pas. À la jonction pédicule-lame se place également le processus transverse, dont l'extrémité présente une facette articulaire plane pour le tubercule costal, et en arrière, le processus épineux de la vertèbre thoracique est fortement orienté vers le bas et vers l'arrière, si bien que l'extrémité postérieure du processus épineux d'une vertèbre thoracique se place dans le même plan horizontal que le corps de la vertèbre sous-jacente. Au niveau des bords postéro-latéraux des vertèbres thoraciques se placent les facettes articulaires costales qui vont constituer des surfaces articulaires pour les têtes costales. L'empilement des 12 vertèbres thoraciques constitue la colonne vertébrale thoracique qui, dans le plan antéro-postérieur, forme une courbure qui est concave vers l'avant, c'est la syphose thoracique, la colonne vertébrale thoracique formant donc la partie la plus postérieure de l'armature osseuse de la cage thoracique. Donc, sternum, côte et colonne vertébrale vont constituer les éléments osseux qui vont former la cage thoracique. Intéressons-nous maintenant un peu aux articulations de la cage thoracique. Ces articulations de la cage thoracique vont, dans un premier temps, vers l'avant, être formées par les articulations sternocostales. Articulations sternocostales que nous allons revoir sur cette vue antérieure ici. Ces articulations sternocostales constituent de chaque côté 7 petites articulations synoviales cloisonnées par une capsule articulaire que viennent renforcer un système de ligaments radiés, reliant vers l'avant, et ceci, vous pourrez le faire pour chacune des articulations sternocostales, le cartilage costal et la face antérieure du sternum. Ces articulations de type synovial, plane, sont également renforcées à l'intérieur de la cavité articulaire par un ligament intra-articulaire sternocostal. Les articulations interchondrales, lorsque les cartilages costaux rejoignent les cartilages costaux sous-jacents au niveau du rebord chondrocostal, forment également des petites articulations synoviales avec une très faible mobilité articulaire de type élastique adaptatif lors des mouvements d'ampliation de la cage thoracique lors de la respiration. Plus importantes sont en arrière les articulations qui réunissent les têtes costales avec les vertèbres thoraciques. Ce sont les articulations costo-vertébrales. Alors on avait les articulations sternocostales, les articulations interchondrales et surtout en arrière les articulations costo-vertébrales
et costo-transversaires qui vont donc relier, articuler les côtes avec la colonne thoracique. Pour comprendre ces articulations, nous allons représenter un segment de colonne thoracique en vue latérale, segment en vue latérale, orienté crânialement et ventralement, segment où nous allons placer deux vertèbres contiguës, deux vertèbres sous-jacentes, dont vous reconnaissez ici le corps en avant avec la facette articulaire costale, le processus zygapophysaire supérieur, le processus zygapophysaire inférieur, le processus transverse et en arrière, le processus épineux dont l'orientation très oblique vers le bas et vers l'arrière fait que le processus épineux d'une vertèbre thoracique se place dans le même plan horizontal que le corps de la vertèbre thoracique sous-jacente. Je vous place ici la vertèbre thoracique sous-jacente dont on voit apparaître le corps, l'arc neural, le processus transverse et le processus épineux. Nous placerons pour mémoire le disque intervertébral, ici qui réunit ces deux vertèbres thoraciques, le disque intervertébral supérieur qui a été sectionné, le disque vertébral sous-jacent et toujours au niveau des parties postéro-latérales des vertèbres, les facettes articulaires costales. Alors, si l'on représente un segment moyen de la colonne vertébrale, intéressant donc les côtes numéro 9 à 10, eh bien, la tête d'une côte s'articule avec deux vertèbres. La vertèbre de même numéro, on va l'appeler vertèbre X, et la vertèbre de même numéro moins 1, X moins 1. Ainsi donc, si l'on place sur ce schéma maintenant latéralement par rapport à la colonne la côte qui porte le numéro X, eh bien, on va pouvoir placer sa tête qui va répondre à la vertèbre X et à la vertèbre X moins 1, c'est-à-dire qui va répondre à la facette articulaire supérieure de la vertèbre de même numéro et à la facette articulaire costale inférieure de la vertèbre de même numéro moins 1 ou de la vertèbre sous-jacente. Au-delà de la tête vertébrale se place le col resserré, puis le processus, le tubercule de la côte qui répond au processus transverse de la vertèbre de même numéro. Je vais ici faire apparaître la côte en grisé. Et donc, on voit ici cette côte qui, en arrière, avec la colonne vertébrale, va s'articuler par l'intermédiaire de l'articulation de la tête costale et de l'articulation costo-transversaire. La côte va être ici sectionnée, permettant donc de faire apparaître le sillon subcostal dont nous avions parlé tout à l'heure. Et nous voyons donc apparaître bien une articulation costo-vertébrale et l'articulation costo-transversaire. Ça, c'est pour les côtes numéro 2 à 10. La première, la 11e et la 12e côte ne s'articulent qu'avec la vertèbre de même numéro. C'est-à-dire que la première côte ne s'articule qu'avec la première vertèbre thoracique de chaque côté, la 11e et la 12e côte exclusivement avec respectivement les vertèbres numéro 11 et 12. Les articulations de la tête costale représentent deux petites articulations synoviales qui sont cloisonnées par une capsule articulaire, cloisonnant donc la cavité articulaire synoviale, renforcée par un ligament intra-articulaire de la tête costale. Ce système articulaire est renforcé par un ligament qui irradie depuis la tête costale vers
les corps vertébraux contigus, de même que vers le disque intervertébral. Ce ligament constitue le ligament radié de la tête costale. Ces articulations synoviales permettent un mouvement de rotation de la côte selon l'axe, selon le grand axe du col de la côte. Mouvement de rotation permettant, lors des mouvements d'inspiration, un mouvement d'élévation de la côte, ce qui, compte tenu de la courbure de la côte, réalisera un mouvement d'ampliation du thorax, c'est-à-dire d'augmentation du volume de la cage thoracique. La côte va également s'articuler avec la facette articulaire du processus transverse de la vertèbre thoracique de même numéro que la côte. Cette articulation costo-transversaire est une petite articulation synoviale de type plane, réunissant donc le tubercule costal et la face antérieure de l'extrémité du processus transverse de la vertèbre de même numéro. Ce système articulaire, articulation costo-transversaire, va être renforcé par un système de ligaments que nous pouvons concevoir, que nous pouvons comprendre, à la fois sur une vue latérale et sur une vue un peu schématique en coupe d'une articulation costo-vertébrale et costo-transversaire, vue qui va donc nous amener à vue coupe, qui va nous montrer ici la vertèbre thoracique, la côte avec sa tête, son col, son processus, son tubercule qui s'articule avec le tubercule, avec le processus transverse, et le corps qui va ensuite partir vers le dehors et qui va donc former l'armature, comme ceci, de la cage thoracique, de la partie latérale de la cage thoracique. Nous avons donc ici l'articulation costo-vertébrale, donc qui réunit la côte de numéro X avec la facette articulaire supérieure de la vertèbre X. Et nous avons, plus latéralement, l'articulation costo-transversaire qui réunit la facette articulaire du tubercule de la côte avec la facette articulaire du processus transverse de la vertèbre de même numéro. Ces articulations synoviales donc, sont cloisonnées par une capsule articulaire que nous pouvons placer comme ceci. Et donc le système ligamentaire, que je vais représenter dans une autre couleur, en orange par exemple, propre aux articulations costo-transversaires, est constitué de plusieurs ligaments. Nous avons tout d'abord un ligament costo-transversaire supérieur, qui forme un ligament qui est tendu entre le processus transverse de la vertèbre sous-jacente, c'est-à-dire la vertèbre de dessus, la vertèbre de même numéro -1 que la côte, et qui vient se fixer sur le col de la côte. Ligament costo-transversaire supérieur. C'est donc un ligament qui, en quelque sorte, va venir suspendre le col de la côte au processus transverse sous-jacent. Ligament costo-transversaire supérieur. Nous avons ensuite un ligament costo-transversaire inférieur, que nous allons pouvoir placer ici sur cette vue coupe. Il est plus profond et il va venir relier le processus transverse de la vertèbre de même numéro au col de la côte. Ligament costo-transversaire inférieur. Et nous avons enfin un ligament costo-transversaire latéral, qui relie plus latéralement le processus transverse de la vertèbre au corps de la vertèbre de même numéro. Ce système ligamentaire va donc participer à la stabilisation de la côte
par rapport à la colonne vertébrale, et ce système va avoir une mobilité qui est celui de pouvoir faire des mouvements d'élévation des côtes, mouvements qui seront mis en jeu lors de la respiration. Donc, pour résumer, la cage thoracique est un ensemble ostéo-articulaire qui s'inscrit dans une forme de tonneau et qui est constitué par, en avant, le sternum, os plat, constitué de haut en bas du manubrium, du corps et du processus xiphoïde du sternum. Sur le plan topographique, l'incisure jugulaire du sternum, qui correspond donc au bord supérieur du manubrium, se place dans le même plan horizontal que la deuxième vertèbre thoracique. Ces éléments sont importants pour l'examen clinique et pour l'interprétation de l'imagerie en coupe du thorax. La jonction entre le manubrium et le corps du sternum forme une articulation de type fibreuse, c'est la syfibrose manubrio-sternale, qui se place dans le même plan horizontal que la cinquième vertèbre thoracique TH5. Et le fait que le manubrium et le corps du sternum ne se placent pas tout à fait dans le même plan frontal fait que cette articulation peut être plus ou moins marquée en fonction des individus, formant l'angle de l'ouïe qui, lui aussi, va donc, par définition, repérer le niveau de la cinquième vertèbre thoracique. Enfin, la partie inférieure du sternum forme le processus xiphoïde qui s'articule avec le corps du sternum par une articulation de type cartilagineuse. C'est la synchondrose xyphosternale qui, habituellement, se place dans le même plan horizontal que la dixième vertèbre thoracique. Donc, en avant, le sternum. Latéralement, l'armature osseuse de la cage thoracique est formée par 12 paires de côtes, dont 7 vraies côtes, les côtes numéro 1 à 7, 3 fausses côtes, les côtes numéro 8 à 10, et les 2 côtes flottantes qui sont les côtes numéro 11 et 12. Une côte présente, de façon générique, une tête postérieure, un col rétréci, un tubercule et un corps dont la section montre le sillon sous-costal ou sillon subcostal dans lequel se place le pédicule intercostal. Vers l'avant, la côte se prolonge par son cartilage. Les côtes dont le cartilage rejoint en avant directement le bord latéral du sternum définissent les vraies côtes, côte numéro 1 à 7. Les côtes dont le cartilage rejoint le cartilage de la côte d'au-dessus définissent ce qu'on appelle les fausses côtes, ce sont les côtes numéro 8, 9 et 10. Et enfin, les côtes dont le cartilage résiduel est suspendu à des systèmes de ligaments, mais ne rejoint pas le cartilage de la côte sous-jacente, définissent ce que l'on appelle les côtes flottantes. En arrière, les côtes répondent à la colonne vertébrale et aux vertèbres thoraciques. Les côtes numéro 1, 11 et 12 ne s'articulent qu'à la vertèbre qui porte le même numéro, c'est-à-dire la première paire de côtes s'articulera avec TH1 exclusivement, la 11e paire de côtes avec TH11, la 12e paire de côtes avec TH12. Les autres côtes, les côtes numéro 2 à 10, s'articulent avec la vertèbre de même numéro, c'est-à-dire TH2 et TH10, mais également avec la vertèbre sous-jacente. Enfin, en arrière, l'armature osseuse de la colonne de la cage thoracique est formée par la colonne vertébrale thoracique, formée par l'empilement de 12 vertèbres thoraciques, empilement de 12 vertèbres thoraciques qui va constituer dans un plan antéro-postérieur une courbure qui est concave vers l'avant, définissant ce que l'on appelle la syphose thoracique. Définissant la syphose thoracique. Ça, vous l'avez vu avec Madame Tebenas Dujardin. Cet ensemble ostéo-articulaire est articulé en avant
par les articulations sternocostales qui correspondent à des petites articulations synoviales, dont la première d'ailleurs est commune avec l'articulation sternocosto-claviculaire, articulation torique, que nous avions vue avec la ceinture scapulaire. Les articulations interchondrales entre les cartilages costaux 7, 8, 9 et 10 constituent également des petites articulations synoviales cloisonnées par une capsule articulaire. En arrière, les articulations entre les côtes et la colonne vertébrale se font par les têtes costales et par les tubercules costaux. Les articulations de la tête costale sont des petites articulations synoviales, planes, cloisonnées par une capsule articulaire et que vient renforcer le ligament radié de la tête costale. Les articulations costo-transversaires sont des petites articulations synoviales planes entre le tubercule costal et la facette articulaire du processus transverse de la vertèbre thoracique. Articulation cloisonnée par une... Alors attention, il faut pas confondre, hein, c'est bien avec le processus transverse que se fait cette articulation. Donc, cloisonnement par une capsule articulaire que viennent renforcer un système de ligaments costo-transversaires supérieurs qui relie le col de la côte au processus transverse de la vertèbre sous-jacente, costo-transversaire inférieur qui relie le col de la côte au processus transverse de la vertèbre de même numéro en dedans de l'articulation, et costo-transversaire latéral qui relie l'extrémité du processus transverse au corps de la côte, donc latéralement par rapport à l'articulation costo-transversaire. Ces articulations permettent dans leur ensemble un mouvement de rotation du col de la côte qui, dans leur ensemble, résulte en un mouvement d'ampliation du thorax permettant l'augmentation du volume de la cage thoracique lors de l'inspiration. Ces mouvements d'ampliation du thorax sont mus par un moteur principal de la respiration. Ce moteur principal de la respiration, c'est le diaphragme thoraco-abdominal qui sera l'objet du cours de la fois prochaine. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un agréable week-end.